Salut, c'est Étienne Tremblay de la Machine MX. Aujourd'hui, les amis, on va voir à quoi sert un patch B comme le Samson que j'ai ici. Et est-ce que c'est utile d'en avoir un? Ça sera pas un tutoriel sur comment setuper là, de A à Z un patch B parce que, franchement, moi, ça me tente pas du tout de refaire le setup de mon patch B, mais je vais vraiment tenter de vous en dire le plus possible pour que vous puissiez bien comprendre comment fonctionne cette machine-là qui est en apparence très complexe, mais qui en réalité est quand même très simple. Alors, premièrement, dans quel contexte c'est utile d'avoir un patch B? C'est utile lorsqu'on a plusieurs machines externes comme des préamplificateurs, des compresseurs, des EQ ou encore des instruments analogiques, des instruments comme par exemple des claviers, puis qu'on veut faire différentes combinaisons entre les différentes machines ou aussi entre justement ces machines-là et notre carte de son. Comme par exemple, si on a une dizaine de claviers puis on a juste 5 entrées, bien, ça va nous permettre plus facilement de connecter différents claviers sur différentes entrées. Le patch B que moi j'ai présentement ici, c'est un Samson. C'est un patch B vraiment d'une grande simplicité. Il est pas très cher. C'est un patch B qui est quand même assez abordable. Je vais vous mettre d'ailleurs à l'écran des photos du Samson. Le devant, vous allez avoir des connecteurs, un quart tout simplement. Dans le bas aussi, on a le top et le bottom. Le haut et le bas, on a des connecteurs un quart. On a aussi des switches où c'est marqué N, T et HN pour Normalized, Through, puis Half Normalized. On va y revenir à ça là, dans quelques instants. Et si on regarde l'arrière du patch B, on va tout simplement avoir les connexions un quart qui sont la même chose qu'à l'avant. Fait qu'on va tout simplement avoir des indications là, de 1 à 24 et de 25 à 48. Ça, c'est un patch B 48 points d'insertion. On a évidemment des patch B avec plus de points d'insertion, moins de points d'insertion. On a aussi différents types de connecteurs. On a entre autres le Bantam qui ressemble un petit peu au connecteur là, un quart, mais qui va être plus petit, qui permet d'avoir un plus grand nombre de points d'insertion sur un même là, rack mount, un même rack space. Fait que dans des studios qu'on a énormément de machines à patcher, des fois le Bantam va être quand même populaire. Pour des home studios, comme dans mon cas, le Samson, c'est parfait. Moi, je l'utilise pas au complet. J'ai encore des entrées, des connexions là, qui sont pas utilisées, que je pourrais utiliser pour mettre plus de machines. Et puis, c'est une machine, c'est pas très dispendieux. Hein? Si vous regardez là, sur les photos aussi, là, je vais vous mettre une photo où, comme on peut voir, là, c'est une machine qui est pas très profonde. C'est vraiment pas très large. C'est peut-être environ là, ça là, de profond, là, quelques centimètres. Là, c'est même pas... peut-être une dizaine de centimètres de profond. Il y a pas grand-chose. C'est pour ça que ça coûte pas très cher. C'est un genre de 200 $ canadiens que celui-ci se vend. Ça doit être un genre de 150 €, j'imagine. Puis c'est encore une fois d'une grande simplicité. Le principe de base du patch B, c'est de connecter toutes les entrées et les sorties de notre carte de son et de connecter toutes les entrées et les sorties de nos machines externes. Dans certains cas, on veut que lorsqu'il n'y a rien de connecté, qu'il n'y a pas de câble et qu'il y ait quand même des liens qui se fassent, comme par exemple, moi, si j'ai rien de connecté, mon préamplificateur Great River dans lequel j'ai présentement mon micro-cravate de connecté, ici dans le bas d'ailleurs, hein, pour ceux qui se demandent, ce sont tout simplement des entrées XLR qui sont connectées aux entrées de mes préamps. Fait que j'utilise uniquement les 3 premières entrées. Le reste, je l'utilise pas. C'est un peu de l'overkill, mais c'est encore une fois juste pour simplifier les connexions, que ça soit directement sur le devant, que j'ai pas besoin d'aller à l'arrière. Puis l'entrée numéro 1 est connectée directement à l'entrée 1 du préamp du Great River ici, l'entrée numéro 2 au deuxième Great River et l'entrée numéro 3 ici au API. Fait que ça, c'est vraiment juste des connexions. C'est juste un mic in panel, comme il est écrit ici. Beau, bon, pas cher. Puis là, Samson, encore une fois, comme je vous disais, il est d'une grande simplicité. Puis lorsqu'on n'a rien de connecté, on veut quand même que le lien se fasse avec, par exemple, le préamp puis la carte de son. Comme là, moi, présentement, puis là, je vais vous mettre, là, d'ailleurs, un diagramme. Je vais vous mettre à l'écran un diagramme de mon patch B, là, un fichier Excel que je vais probablement faire apparaître, disparaître, là, tout dépendant de ce que je suis en train de vous expliquer. Là. Mais là, présentement, moi, mon Great River est branché, encore une fois, mon microphone est branché dans l'entrée du Great River, du préamplificateur, qui, lui, la sortie est connectée dans l'entrée numéro 1. Et puis là, présentement, la switch est à N ici pour Normalized. Normalized, ce que ça veut dire, c'est lorsqu'il n'y a rien de connecté, ce qui est dans le haut est connecté au bas. Fait que généralement, dans la rangée du haut du patch B, ça va être la sortie
de toutes nos machines. Et généralement, la rangée du bas, ça va être les entrées des machines. Puis dans certains cas, ça va être justement les entrées qu'on veut qui soient normalisées. C'est pour ça le N pour normalized. Fait que moi ici, la sortie du Great River est connectée automatiquement dans l'entrée analogique numéro 5. Comme si vous regardez sur le diagramme, il est marqué dans le bas, la bande bleue, l'entrée numéro 25, qui est celle du bas, entrée 1, entrée numéro 25, ou plutôt, j'aurais plutôt dire connecteur 1, connecteur 25. Il est marqué AN5, c'est pour analogue 5 de la carte de son. Fait que ça, après, moi, j'ai tout simplement un câble ici, un quart, qui est connecté dans l'entrée analogue 5 de la carte de son. Fait que j'ai un câble qui part ici de XLR femelle, la sortie, l'output XLR femelle du préamp, qui est connecté en un quart TRS au connecteur numéro 1. Et j'ai un câble 1 quart TRS qui est connecté avec un autre connecteur 1 quart TRS à l'entrée numéro 5 de la carte de son. C'est la même chose pour le préamp numéro 2. Comme vous voyez, il est marqué GR2 pour Great River 2 qui est connecté, qui est normalisé dans l'analogue numéro 6. Et j'ai la sortie du Channel Strip API qui est normalisé dans l'entrée numéro 7. Si on continue, juste pour que vous puissiez comprendre un peu, j'ai dans le connecteur numéro 4 la sortie de la carte de son numéro 3. Fait que comme vous voyez, le numéro 4 il est marqué AN3 sur la bande en vert, qui est normalisé dans l'entrée du distresser, dans l'input du distresser. Fait que j'ai ici un câble 1 quart qui est rentré sur la connexion input XLR du distresser et la sortie du distresser qui est sur le numéro 5. Encore une fois, c'est un câble XLR qui va sortir du distresser, qui est connecté de XLR 1 quart sur le Samson. S'il n'y a rien de connecté, c'est normalisé dans l'entrée analogue numéro 8. Là, on s'entend, c'est la sortie numéro 3 dans l'entrée du distresser, la sortie du distresser dans l'entrée analogue numéro 8. Ça, après, dans Cubase, on peut créer tout simplement un nouvel un external effect, fait qu'un effet externe. Et j'ai tout simplement besoin d'assigner comme sortie l'analogue numéro 3 et comme entrée, l'entrée analogue numéro 8. Et puis là, moi, je peux ouvrir cette insertion-là comme un plugin et utiliser le distresser sur une des pistes audio dans une session de mix. Maintenant, l'idée justement d'avoir ce patch B-là, c'est que moi, ça va me permettre, je peux vous montrer, vous parler justement de différentes combinaisons, mais avant de faire ça, on va juste terminer avec la switch. Fait que donc, N, c'est normalisé. Comme je vous disais, le haut est connecté automatiquement dans le bas. Par contre, en normalized, si moi je viens connecter un câble ici au niveau de la sortie, je vais couper la connexion entre le haut et le bas. Fait que là, fait que comme vous voyez, ça a coupé la connexion. Ça va me permettre d'envoyer la sortie du Great River dans, par exemple, le compresseur. Mais avant de faire ça, je vais juste vous expliquer les deux autres fonctions. Le through, qui est le centre, là, je ne le mettrai pas à through, c'est que le haut et le bas sont pas du tout connectés. C'est qu'autrement dit, ils sont complètement indépendants. Fait que s'il y a quelque chose de connecté à l'arrière, c'est pas connecté dans le bas. C'est vraiment pour nos sorties ou nos entrées. Si par exemple, on avait des claviers, les sorties de certains claviers qu'on voudrait mettre, disons ici à la fin, qui n'ont pas d'entrée sur la carte de son de disponible, on pourrait tout simplement mettre les sorties là, puis on pourrait prendre, disons, le clavier numéro 17, puis l'entrée dans l'entrée numéro analogue 6, disons, de la carte de son. Par exemple, ça pourrait être le genre de choses qu'on pourrait faire. Fait qu'à ce moment-là, on le mettrait en through, parce qu'encore une fois, ce qui est dans le haut, qui sont les sorties de nos machines, ne seraient pas du tout connectés au bas, qui généralement sont les entrées des machines. Fait que moi, il y a certains éléments qui sont, comme vous voyez là, dans la bande sur mon diagramme Excel, généralement, j'indique si c'est à N. Et en fait, j'ai certaines machines qui devraient être à through, comme le distresser out puis le sidechain in. Sidechain out puis sidechain in, normalement, je devrais les mettre à T pour qu'ils ne soient pas connectés. Fait que là, il y a des petites modifications, parce que là, moi, je l'ai modifié là, quelques fois, d'ailleurs, mon patch B. Fait que là, je devrais normalement faire des modifications qui ne sont pas faites, là. Mais bref, encore une fois, puis le haut puis le bas, lorsqu'on est à T pour through, ce n'est pas connecté. Puis le HM, c'est pour half normalize. Je vais le mettre à half normalize. Là, présentement, mon microphone est à half normalize. Puis si je connecte, ça ne va pas
couper la connexion. Je vais vérifier, là, évidemment, que je ne suis pas en train de faire une niaiserie. Là. Et voilà. Fait que là, ça ne coupe pas la connexion parce qu'il est à half normalize. Ça vient splitter le signal. Ça vient séparer le signal. Fait que là, moi, présentement, je peux l'envoyer, par exemple, dans l'entrée du distresser. Fait que là, le distresser in, si vous regardez sur la bande bleue là, du diagramme, sur le 28, on va avoir le distresser in, et voilà, là, présentement, ma voix rentre dans le distresser. Mais là, le distresser out, il est toujours normalisé à l'entrée analogue numéro 8, puis l'entrée analogue numéro 8 n'est pas connectée nulle part. Fait que là, vous n'entendez pas la voix compressée. Si on voulait entendre la voix compressée, je devrais prendre la sortie du distresser, et là, je peux le ramener dans l'analogue numéro 5 où est actuellement connecté directement le préamp Great River. Puis si je fais ça, ça va couper la connexion entre la sortie du Great River et l'entrée analogue numéro 5. Et l'entrée analogue numéro 5, à ce moment-là, va prendre la sortie du Great River. Alors, si je connecte, là, présentement, c'est le distresser, la voix compressée dans le distresser que vous entendez. Puis là, ben, vu que j'entends pas ce que je suis en train de faire, ben, je vais le débrancher. Fait que ça, c'est très pratique quand même, le half normalize, pour, par exemple, faire différents setups. Fait que moi, je pourrais enregistrer, par exemple, la voix complètement dry, puis je pourrais envoyer la voix compressée dans une autre entrée de ma carte de son sur, disons, l'analogue 6, ou que là, je pourrais faire un processing, une compression, disons, très colorée. Mais je pourrais me garder, si par exemple, j'en avais le désir, une deuxième piste avec la voix non compressée, vu que je suis en half normalize, puis que le signal est séparé en deux. Fait que ça nous permet de faire différents setups. Une autre chose que je pourrais faire, la sortie justement de mon compresseur que j'ai ici, je pourrais l'envoyer dans l'entrée de mon égalisateur. Fait que si on regarde sur le diagramme encore une fois, le diagramme dans le bas, on va avoir dans les inputs le EQ 550A qui est situé au connecteur 31, sur l'entrée 31. Fait que là ici, j'envoie ça dans l'EQ ici. Là, je vais faire puis là, on l'entend toujours pas. Je vais juste faire un gros boost cochon dans les hautes. Puis, si moi, je viens prendre la sortie de l'EQ, si vous regardez sur la bande verte, la connexion numéro 8, on a la sortie de l'EQ. Je pourrais le ramener ici. Et là, vous entendez ma voix avec le gros boost du 550A. Là, je vais le déconnecter. Fait que moi, par exemple, quand je fais des vidéos YouTube, généralement, je vais connecter mon distresser, mon préamp dans le compresseur que je vais compresser. Je vais souvent mettre le low cut. Je vais mettre une petite distorsion harmonique et je vais généralement l'envoyer dans l'EQ pour faire une petite égalisation, ce qui va faire que par la suite, en post-prod, j'ai beaucoup moins de travail à faire pour la voix. Mais si j'ai le goût d'envoyer, encore une fois, le préamp uniquement dans l'EQ, ben à ce moment-là, je viendrai tout simplement déconnecter la sortie du préamplificateur. Là, ici, j'ai la sortie du préamplificateur. Je pourrais l'envoyer directement dans l'entrée de l'égalisateur du API et par la suite, prendre la sortie de l'EQ et le ramener dans l'entrée à ce moment-là qui enregistre présentement ma voix. Fait que c'est très pratique pour, encore une fois, faire différentes combinaisons. Puis si on revient justement aux fichiers Excel, comme par exemple, ce qui est très cool avec le Channel Strip, c'est que chacun des modules possède des entrées et des sorties individuelles. Si le module il n'y avait aucune connexion derrière de fait, le signal, évidemment, passe par le préamp, le compresseur, l'EQ, puis par la suite, le module de sortie, l'output, qui est un module en soi qui a aussi des entrées et des sorties. Avec le patch B, ce qui est vraiment pratique, c'est que moi, j'ai premièrement, évidemment, l'entrée ici, numéro 3, le mic qui rentre dans le préamp. Et j'ai, si on regarde dans les outputs, l'output numéro 6, j'ai la sortie du préamp qui est normalisée dans le compresseur. Le compresseur qui sort dans la sortie numéro 7 qui est normalisée dans l'EQ, en dessous 31. La sortie de l'EQ qui est en 8 est normalisée dans l'entrée numéro 32, qui est le output section. Et l'output section, en fait, est connecté à la connexion numéro 3 qui est marquée API strip, qui, elle, est normalisée dans l'entrée analogue numéro 7. Fait que si moi, je connecte un microphone ici dans l'entrée numéro 3, puis que j'ai aucune connexion, en fait, mon signal va passer à travers tout le channel strip au complet. Mais je pourrais le connecter dans l'entrée numéro 3, ma voix, et décider que j'ai juste le goût d'utiliser le préamp combiné avec le compresseur, le distresser. Fait que là, je pourrais l'envoyer dans l'entrée du distresser et je pourrais prendre la sortie
du Distresser et la connecter directement à la carte de son. Puis là, j'ai pas pris la bonne sortie du préamp. Là, j'ai pris la sortie du API strip. Là, je suis en train de vous mêler. Je prendrais en fait la sortie du préamp qui serait ici sur le numéro 6. Je l'enverrai dans l'entrée du Distresser. La sortie du Distresser qui est en numéro 5, je la ramènerai à ce moment-là dans l'analogue numéro 7 de ma carte de son. Fait que là, mon signal, dans le fond, passerait par le préamp, sortirait directement du préamp, rentrerait dans le Distresser et la sortie du Distresser reviendrait directement dans l'entrée de ma carte de son. Fait que vous voyez, ça permet encore une fois différentes combinaisons. Je pourrais utiliser le préamp que j'enverrai dans le compresseur, par la suite dans le Distresser, dans un deuxième compresseur, par la suite dans l'EQ. Ça va arriver des fois que j'utilise aussi uniquement l'output section parce qu'il y a des composantes électroniques qui viennent colorer le signal. Fait que ça peut être intéressant. Puis ça donne un contrôle aussi, un volume d'output. Fait que si par exemple j'ai le gain que j'envoie dans l'EQ, il n'y a pas de volume de sortie. Fait que si je fais des boosts importants, ben, je vais le laisser à ce moment-là passer, normaliser dans la sortie API. Puis je vais pouvoir contrôler la sortie du signal via l'output. Fait qu'encore une fois, ça nous donne plusieurs possibilités. Si moi, vu que j'ai aussi un nombre limité d'entrées et de sorties sur la Fireface UCX, ben tout n'est pas normalisé évidemment. Ben ça me permet de faire différentes combinaisons que je vais envoyer dans les entrées que j'ai de disponibles. Puis là, ben si je rajoute par exemple un compresseur, comme là il y a le Tegeler que j'aimerais beaucoup garder, que j'espère que je vais garder, que je vais peut-être rajouter en rack mount dans le top. Ben lui, je vais tout simplement mettre la sortie du compresseur dans le haut ici, disons dans des connexions qui ne sont pas utilisées, disons 17-18, et je vais mettre les entrées dans 41-42. Je vais mettre ça à through pour que ça soit indépendant. Puis comme ça, ben, je vais pouvoir toujours prendre les sorties puis les envoyer dans des entrées de ma carte de son comme bon me semble, disons entrée analogue 5-6, et je vais pouvoir utiliser des sorties de la carte de son que je vais pouvoir envoyer dans les entrées du compresseur selon mes besoins. Puis encore une fois, ben, ça va m'éviter d'avoir besoin d'une carte de son qui va disposer de beaucoup plus d'entrées et de sorties. C'est certain qu'encore une fois, tout ne sera pas normalisé tout le temps. Mais ça, c'est pas compliqué. On prend des câbles, encore une fois, puis on connecte. D'ailleurs, pour les câbles, hein, c'est souvent ce qui va coûter le plus cher dans les patch B comme ça, surtout dans le cas où, comme moi, je suis un peu obsédé par le fait d'avoir des câbles de bonne qualité. Il doit y avoir au-delà de 1000 $ de câbles derrière là, pour connecter toutes ces machines-là parce que j'ai fait affaire avec une compagnie américaine qui coûte vraiment la peau du cul pour faire des câbles Mogami custom. Trouvez-vous quelqu'un qui fait de la soudure? Si vous n'êtes pas à l'aise en soudure, trouvez-vous quelqu'un qui fait des câbles Mogami à la maison. Moi, j'ai trouvé quelqu'un dernièrement qui me fait ça, qui fait des câbles, là, puis ça me coûte la moitié du prix que ça me coûterait sur le marché. Puis c'est la même qualité, hein. Si on achète du Mogami en bulk, qu'on ait des bons connecteurs, puis que la personne fait ses soudures correctement, c'est la même chose que les acheter en magasin. Ça revient au même, puis ça va souvent coûter la moitié du prix. Évidemment, si vous êtes à l'aise en soudure, faites-les vous-même. Achetez du Mogami en bulk puis des connecteurs plaqués or. Le plaqué or, c'est très important parce que c'est vraiment l'oxydation avec le temps qui va changer, qui peut potentiellement altérer la qualité sonore d'un câble. Puis lorsqu'ils sont plaqués or, l'idée, évidemment, c'est qu'il n'y a presque pas d'oxydation. Ça réduit de beaucoup l'effet du temps de l'oxydation des connecteurs, de l'oxygène sur le métal là, avec le temps. Fait que donc, c'est ce qui coûte cher, c'est d'avoir des câbles de bonne qualité. Après, je veux dire, là, moi, j'y vais avec du Mogami. Vous pouvez y aller avec du Canair, Canary, comme on dit en bon français, là, du Canair, qui va être une coche en dessous, mais qui va être très bon pour des signaux de type line, parce que des signaux de type microphone, de type line, ne requièrent pas, ne demandent pas toujours la même qualité de câble. Hein. Fait que pour des signaux de type line, on peut vraiment y aller avec du Canair, puis ça va vraiment le faire. Pour des microphones, on y va avec du Mogami. Moi, dans le cas, j'y vais avec du Mogami Quad parce que c'est de l'overkill. Là. C'est vraiment pour être certain d'avoir le moins d'interférences possible et tout ça. Mais c'est quand même un peu de l'overkill. C'est comme un peu too much là, en réalité. Là. On pourrait vraiment y aller avec de la moins bonne qualité. Le Quad, c'est comme 4 branches dans le câble qui fait que, là, on rentre pas dans les technicalités, là, mais qui fait qu'on ramasse moins d'interférences.
Fait que bref, c'est ce qui va coûter le plus cher parce que le patch B en soi lui-même ne coûte vraiment pas très cher. Puis c'est surtout là, de câbler ça qui est un petit peu plus chiant. Mais tant et aussi longtemps que vous faites un petit fichier Excel comme moi j'ai fait, ça reste quand même très très simple de mettre sur papier comment on veut connecter nos machines, de voir quelle machine on veut de normaliser dans quoi. On fait nos connexions, puis après on n'a pas vraiment besoin de trop y toucher par la suite, là. Et cela dit, si vous avez des questions, vous avez des interrogations, je n'ai pas répondu à certaines de vos questions, écrivez-moi ça dans la section commentaires. Ça va me faire un grand plaisir de faire mon grand possible pour y répondre. Fait que voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Mettez un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette capsule. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, les amis. Ça, vraiment, c'est ce qui peut me rendre le plus grand service, c'est de vous, si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, c'est ce qui va vraiment m'aider le plus. Et dans tous les cas, les amis, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Étienne Tremblay pour La Machine à Mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.